Japon, néanmoins, est en décroissance, disons, démographique. Son économie connaît une très faible croissance depuis maintenant, disons, 30 ans. Si bien que, effectivement, c'est un pays qui sait qu'il est confronté à des défis importants. Chers amis du Dessous des cartes, voici une leçon de géopolitique, notre grand entretien hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va prendre la direction du Japon avec vous, Guy Bourg-de-la-Motte. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'INALCO et auteur notamment de cet ouvrage, Le Japon, un leader discret, publié chez Erol en 2023. Alors ce Japon que vous connaissez par cœur, on a eu envie d'y aller avec vous parce qu'au moment où la France vit une période d'instabilité politique avec encore un changement de Premier ministre, le Japon, lui aussi, connaît une fin d'été compliquée avec tout récemment la démission de Shigeru Ishiba, le Premier ministre japonais. Alors pourquoi cette démission ? Monsieur Ishiba démissionne parce que il n'était plus soutenu par son parti, parce qu'il y a eu une défaite aux élections récentes pendant l'été à la Chambre haute et qu'il était assez naturel, somme toute, n'ayant pas tellement de soutien par ailleurs, qu'il en prenne acte et qu'il démissionne. Et les négociations avec Donald Trump dans le domaine commercial avaient aussi atteint un seuil, donc c'était un bon moment pour lui pour s'en aller. Alors on reviendra en effet sur le nouveau contexte de Donald Trump, est-ce que cela fait ou pas au Japon. Ce Premier ministre démissionnaire, il représente, je crois, un parti qui est au pouvoir depuis 1955. Est-ce que vous pouvez nous dresser rapidement une sorte de tableau politique japonais contemporain ? C'est le Parti libéral-démocrate, qui est en fait un parti c'est un parti conservateur, mais disons ça déforme un peu de dire ça parce que c'est un parti qui est très large. Il est au pouvoir depuis 55, vous le disiez, donc ça veut dire que forcément, il a rassemblé beaucoup de gens d'opinions en fait assez diverses. Et c'était son propre d'être vraiment un parti qui allait du centre à en fait ce qu'on pourrait qualifier d'extrême droite. Et les choses changent un peu pour lui. Il s'est peut-être un petit peu pas complètement gauchisé, mais enfin disons qu'il est devenu peut-être un peu plus centriste, en tout cas sur les questions de révision constitutionnelle par exemple, et peut-être que c'est ce qui a laissé la possibilité à un parti d'extrême droite d'émerger tout récemment. Pour résumer les choses et les synthétiser, aujourd'hui vous diriez qu'il y a combien de partis politiques qui comptent vraiment au Japon et quelles sont leurs identités ? Alors il y a deux grands partis malgré tout. Il y a donc ce parti libéral-démocrate qui a toujours une majorité simple dans les deux chambres, chambre haute, chambre basse, mais qui n'a plus la majorité absolue qu'il avait auparavant. Et ça, c'est un grand changement. C'est la première fois qu'il perd la majorité absolue dans les deux chambres à la fois. Et puis, face à lui, il y a une opposition démocrate qui s'est scindée, en fait, quand elle a été au pouvoir brièvement entre 2009 et 2012, et elle s'est scindée à la suite de cela. Donc, ce qu'on constate, c'est que cette vie politique était assez, qui se stabilisait autour de deux grands partis, avec d'autres partis qui apparaissaient toujours. Il y a toujours des partis qui sont comme des feux de fumée et puis qui se dissolvent. Là, on a le sentiment que les petits partis ont vraiment une prime. C'est assez normal aussi, ça tient au mode de scrutin à la Chambre haute, qui est un mode de scrutin assez proportionnel. Est-ce qu'on peut dire que le paysage politique japonais, il se structure, j'allais dire, avec des concepts que nous connaissons en France ? Est-ce que l'on peut dire qu'il y a une sorte de gros parti qui va de l'extrême droite au centre, un parti qui serait plutôt de gauche ? Est-ce qu'on a aussi de nouvelles formes politiques qui s'apparenteraient là encore à des concepts occidentaux, des partis populistes, des partis qui défendent l'écologie ? Est-ce que l'on retrouve comme ça des fondamentaux venus d'Occident ? Alors c'est intéressant parce que, à dire vrai, le clivage gauche-droite au Japon était très différent du clivage gauche-droite français. Il s'articulait surtout autour de la question constitutionnelle. Est-ce que les partis étaient pour ou contre une révision de la Constitution qui symbolise l'après-guerre et qui est pacifiste, c'est-à-dire qu'elle a un article 9 qui prononce le rejet de la force armée et qui interdit le maintien de tout potentiel militaire. Alors évidemment, depuis, les choses ont changé, une politique de défense est apparue et des forces d'autodéfense, mais enfin, il y avait une dichotomie, il y avait un clivage entre la gauche qui était très attachée au maintien de l'article et même à la disparition des forces d'autodéfense, et puis face à la droite qui, elle, voulait au contraire normaliser l'existence des forces d'autodéfense et l'officialiser en intégrant ces forces dans la Constitution. Et là, pour la première fois, on a vu apparaître donc un parti donc d'extrême droite à la suite de ces élections à la Chambre haute. Il a remporté 15 sièges, c'est pas énorme du tout, sur 248. Et puis à gauche, il y a un parti en effet qui est, quand on regarde le style, disons, de campagne, c'est une forme de populisme de gauche en effet.
Et puis là, la question, alors entre populistes et non populistes, eh bien, elle se manifeste maintenant autour de des partis sur la question de la TVA, la taxe à la valeur ajoutée. Est-ce que les partis sont pour ou contre son abolition? Ceux qui sont favorables à une forme de discipline budgétaire, hein, avec un pays qui a quand même une dette publique de 237% du PIB, eh bien, ce sont plutôt les partis donc de gouvernement, disons les partis plus importants, alors que les petits partis qui cherchent à se faire aimer, disons, eh bien, ils prônent la suppression de la TVA, la taxe à la consommation. Il semblerait qu'il y ait une forme de radicalité nouvelle au Japon dans le débat public, le débat politique, avec aussi de nouvelles thématiques qui émergent, notamment centrées autour des peurs des Japonais, de l'immigration. Alors, lorsqu'on parle d'immigration au Japon, de qui parle-t-on? De quel peuple? De quelles origines? De quelle nationalité parle-t-on? C'est essentiellement une immigration asiatique dont on parle. C'est une main-d'œuvre assez peu qualifiée qui immigre au Japon, de Chine, du Vietnam, de Corée, du Népal également maintenant. Et disons que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une augmentation assez rapide, un doublement en fait, un doublement en 10 ans du nombre d'immigrés. Et on est passé de 1,5% de la population à 3%. Alors sur 127 millions avec nos regards occidentaux, disons, c'est très très peu. Mais enfin, néanmoins, dans une population qui était assez homogène, néanmoins, ou en tout cas où les différences se voyaient assez peu visuellement, eh bien, avoir une plus grande diversité de population, ça trouble un petit peu les gens. Et puis, il y a des phénomènes, par exemple, dans un contexte où l'accession à la propriété devient plus difficile, avec la baisse, l'effondrement du yen qui s'est produit depuis 2 ans à peu près. L'accès à la propriété au Japon est devenu très bon marché pour des étrangers, notamment pour des personnes de nationalité chinoise. Et donc, ça, les Japonais ont parfois le sentiment d'être évincés, disons, de cette possibilité d'accéder à la propriété. Alors à présent, Guibourg, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux situer où en est le Japon sur l'échelle de la puissance? Parce qu'on ne sait pas très bien. On a l'image toujours de ce pays qui compte parmi les 5 premières puissances du monde, pays résilient, innovant, clé dans l'économie mondiale, un pays somme toute qui est assez peu connu, les désindustrialisations ou les délocalisations que nous avons pu connaître en Occident, et en même temps un pays dont on lit aussi qu'il est vieillissant, qui a de vrais problèmes démographique qui est très endetté, vous nous l'avez dit. Alors comment aujourd'hui les Japonais se regardent-ils? Comme un pays puissant ou comme un pays en voie de fragilisation? Comme un pays beaucoup moins puissant qu'il n'a été, il était deuxième puissance économique du monde, mais il était très faible politiquement. Et là, il y a peut-être un changement, c'est que économiquement, certes, il est moins puissant en termes relatifs, puisque la Chine est devenue beaucoup plus puissante, puisque la richesse relative du Japon a tendance à décliner. Alors, bien sûr, le Japon, néanmoins, est en décroissance, disons, démographique. Son économie connaît une très faible croissance depuis maintenant, disons, 30 ans. Si bien que effectivement c'est un pays qui sait qu'il est confronté à des défis importants, qui le vit somme toute assez bien avec philosophie. Enfin de fait, le vieillissement de la population, eh bien il s'y adapte. Donc les premières pistes d'adaptation, ça a été la féminisation des emplois, ça a été ensuite la robotisation de l'économie, l'innovation, la recherche et développement dans ces secteurs-là, la prolongation de l'emploi des seniors. Le Japon, comme la Corée, est le pays où il y a le plus fort taux de personnes de 65 à 69 ans qui travaillent. Et puis, sur un plan politique, en fait, là où il a perdu économiquement, eh bien, quelque part, on peut considérer qu'il a gagné politiquement avec Abe Shinzo qui a été au pouvoir entre 2012 et 2020 et qui a été assassiné. Eh bien, il a gagné, disons, en charisme diplomatique. En effet, j'allais y venir pour terminer où en est le Japon d'un point de vue géopolitique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la fameuse doctrine Yoshida est aujourd'hui totalement enterrée, c'est-à-dire cette conception de la puissance qui reposait uniquement sur l'économie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Aujourd'hui, les Japonais veulent exister, être autonomes dans leur stratégie de défense.
Et où en sont-ils aussi dans leur rapport à l'Occident? Longtemps, les Japonais ont été le meilleur allié de l'Occident, mais aujourd'hui, il y a toujours la montée en puissance de la Chine et il y a un Donald Trump que d'aucuns décrivent comme très isolationniste. Alors, où en est-il ce Japon-là aujourd'hui? Sa stratégie depuis 2012, donc Abe Shinzo et même encore avant, 2006, son premier mandat en réalité, eh bien, ça a été de trouver des rapprochements pour consolider la position du Japon et précisément fédérer autour d'un projet qui ne soit pas hostile à la Chine, mais qui permette que tous ensemble, disons, on puisse la contrebalancer. Alors, ce qui vient fausser ce projet, disons, c'est le fait que les États-Unis, de fait, soient beaucoup plus isolationnistes et que la coopération avec eux s'avère extrêmement compliquée. Alors là aussi, on ne peut pas dire complètement que la doctrine Yoshida soit abandonnée. C'est que certes, le Japon a renoncé à plafonner comme auparavant ses dépenses de défense. Donc il a annoncé en 2022 qu'il allait multiplier par deux ses dépenses dans le domaine de la sécurité. Néanmoins, par exemple, dans les discussions avec les États-Unis, il devait y avoir une réunion, un 2+2, c'est-à-dire les ministres de la Défense et des Affaires étrangères ensemble. Eh bien, Monsieur Ishiba a décidé de l'annuler parce que Donald Trump réclamait que le Japon eh bien, passe à 3,5% de son PIB de dépenses de défense, alors que pour lui, déjà, avoir doublé et passer à 2%, c'est considérable. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, avec le retour de Donald Trump, le Japon se sent moins protégé par les États-Unis qu'il ne l'a été auparavant, alors même que les potentialités de crise dans la région sont toujours là, bien sûr avec le voisin nord-coréen, mais avec la possible aussi reprise de Taïwan par la Chine. On sait aussi que le Japon s'est rapproché de la Corée du Sud, mais est-ce que ce sentiment de danger, de précarité, il est plus fort qu'auparavant pour les Japonais? Disons que les relations sont loin d'être paisibles et c'est arrivé déjà par le passé que les relations soient très troublées avec les États-Unis, mais enfin là incontestablement c'est une phase difficile pour le Japon. Néanmoins, bon, il ne faut pas perdre de vue que Donald Trump fait des déclarations tonitruantes qui partent dans un sens ou dans un autre, il se reprend, il se contredit. S'il y a une chose qui semble néanmoins se dégager un petit peu dans un élément de continuité, disons, c'est peut-être il semble assez déterminé à lui aussi faire contrepoids à la Chine. Et là, on peut penser que néanmoins, dans cette stratégie, s'il en a une, eh bien, le Japon doit quand même être un élément de poids. Le Japon en 2025 a d'ailleurs renforcé sa structure de commandement de manière à faciliter la coopération avec le commandement américain en cas de conflit autour de Taïwan, en cas de difficultés régionales. Alors, autre élément d'actualité, tout récemment, le Japon et la France ont mené des exercices militaires ensemble dans la région. Est-ce qu'il faut y voir, là encore, une tentative du Japon d'échapper à ce bras de fer entre la Chine et les États-Unis en jouant la carte d'autres puissances? Absolument, c'est ça. La stratégie japonaise, en fait, est une stratégie de diversification depuis donc une quinzaine d'années maintenant. Et cette stratégie de diversification passe par un rapprochement très fort avec l'Australie, avec le Royaume-Uni, dans une moindre mesure avec la France, qui est un petit peu plus versatile, pour le Japon un petit peu moins prévisible. Et donc il s'agit pour les Japonais à la fois de suppléer l'alliance nippo-américaine parce qu'elle peut connaître des hauts et des bas, parce qu'elle ne peut pas être le seul paramètre, disons, et puis il faut assurer ses arrières. On voudrait savoir également, Guy Bourg-de-Lamotte, comment le Japon regarde les grandes crises internationales du moment, à savoir bien sûr l'invasion russe de l'Ukraine à grande échelle depuis 2022 et la situation au Proche et au Moyen-Orient. La guerre en Ukraine a été, je crois qu'on peut dire un choc, hein, disons, dans la mesure où l'Europe était une sorte de havre de stabilité et l'idée qu'il y ait à nouveau une guerre en Europe a rendu plus plausible la possibilité d'une guerre en Asie. Et le Japon a suivi très attentivement les réactions et les attitudes de la Chine dans ce contexte. Et c'est ce qui l'a amené à annoncer donc un doublement de ses dépenses de sécurité. Il a envoyé du matériel défensif en Ukraine et puis il a aussi envoyé des missiles aux États-Unis de manière à ce que les États-Unis puissent envoyer des missiles en Ukraine, leurs missiles, n'est-ce pas? À l'égard du Proche Moyen-Orient, là, il y a une plus grande distance, disons. Là, il y a une forme d'attentisme un petit peu, je crois. Ils ne se sont pas prononcés encore sur les possibilités de reconnaissance d'un État palestinien.
qui est une forme de prudence. Voilà, donc c'est une diplomatie d'équilibre sur le Proche Moyen-Orient. Merci infiniment, Guy Bourdelamothe, d'avoir répondu à nos questions pour cette leçon de géopolitique. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à l'INALCO et auteur notamment de cet ouvrage, Le Japon, un leader discret, publié chez Erol en 2023. Merci encore, merci à vous de nous suivre si fidèlement. Continuez de le faire sur arte.tv, sur YouTube, sur Instagram et surtout, abonnez-vous pour recevoir chaque samedi matin notre newsletter. À bientôt!